Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Yannick Bourseau, j'ai 47 ans. J'ai une hypercholestérolémie familiale. J'ai monté le LDL à 2,1. C'est possible de défiler les diapos? Comment? Voilà. Soit vous appuyez sur la souris, soit sur la flèche verte. Voilà. Ok. Si elle veut. Donc j'ai une hypercholestérolémie familiale. Je prends des statines depuis l'âge de 13 ans. Je pratique le sport de haut niveau depuis mon adolescence, sport d'endurance. J'ai eu un accident de vélo en 2004 et j'ai maintenant un plexus brachial incomplet à droite. Et depuis cet accident de vélo, en fait, je pratique le paratriathlon, le triathlon pour personnes en situation de handicap physique. Après cet accident, avant l'accident, je faisais déjà du triathlon à haut niveau. Après l'accident, j'ai changé de sport. Je me suis quand même mis au ski de fond et au biathlon. J'ai participé aux Jeux de Turin et de Vancouver en biathlon. Et après, en 2010, la décision d'intégrer le paratriathlon aux Jeux paralympiques a été prise. Et donc, je suis revenu à mon sport d'origine, le triathlon. Voilà. Donc, bien sûr, en tant que sportif de haut niveau, je suis soumis à la surveillance médicale réglementaire. Donc, tous les 2 ans, j'ai une épreuve d'effort, j'ai une échocardiographie, voilà. Il y avait tout ça, tous ces examens, c'était parfait, il n'y a aucun souci. Mais mon cardiologue, il avait quand même détecté une petite plaque d'athérome à la carotide droite en 2019 et il m'avait prescrit un coronoscanner. Sauf que j'étais un peu laxiste et j'ai pas fait ce coronaroscanner. Voilà, j'ai attendu et l'année dernière, en fait, il m'a quand même redit bon, il faudrait quand même que tu fasses ce coronoscanner. Et donc, je vais faire mon épreuve d'effort au CHU. Et en descendant de l'épreuve d'effort, j'étais descendu à l'accueil. Et je fais faut quand même que tu ailles prendre ton rendez-vous pour le scanner parce que c'est quand même, faudrait que tu le fasses. Donc je vais prendre mon rendez-vous, je fais ce scanner le 30 mars et mon cardiologue me rappelle le lendemain en me disant écoute, les images sont très mauvaises, il faut que tu ailles en coronarographie, que je te vois en coronarographie la semaine prochaine. Et donc j'ai eu 15 stents de poser le 8 avril dernier. Suite à cette pose de stent, je me suis pris un petit jour de repos. Et puis après, j'ai repris une activité. C'était des stents, c'était un jeudi. Le vendredi, j'ai rien fait. Le samedi matin, je suis retourné à la piscine. Je suis allé courir l'après-midi. Voilà, le week-end, j'ai fait un peu de vélo, tranquille. Et le mardi, en fait, j'ai un copain cardiologue qui m'a dit non, mais c'est bon, si tu prends bien tes médicaments, tu peux essayer, tu peux faire de l'intensité. Et donc, je suis allé sur la piste, j'ai fait un 10 x 400, tout s'est très bien passé. Voilà, et voilà. Donc, mais ce que j'ai pas dit, oui, c'est que quand j'ai eu mes 4 stents de posés, après j'ai eu une contre-indication temporaire à la pratique sportive qui a été posée par la commission médicale de la Fédé. Et donc, et à cette période, j'étais en pleine période de préparation des Jeux paralympiques, et donc ça mettait un coup d'arrêt à ma prépa, voilà. Et donc, il a fallu se batailler avec le Pascal Motreff, qui m'a posé les stents, le professeur Carré, avec lequel on a bien discuté, pour que cette contre-indication, elle soit levée juste à temps pour que je puisse me qualifier pour les Jeux. Merci Yannick. Vous pouvez vous asseoir là, bien sûr. Donc, en complément de ce que vous a présenté Yannick, donc, on se retrouve avec donc, un sportif qui a une hypercholestérolémie familiale, totalement asymptomatique, hein, vous me corrigez Yannick, c'est-à-dire qu'on lui a fait le coroscanner parce qu'il avait une hypercholestérolémie familiale, les épreuves d'effort qu'il a fait étaient toujours strictement normales, il n'y avait rien de particulier, et le coroscanner qui a été fait après un certain délai a montré donc des lésions importantes qui ont nécessité la pose de ces 4 stents. Donc les stents sont posés, c'est à Clermont, à Clermont-Ferrand, par le professeur Motreff, et puis arrive le dossier devant la fédération donc, de triathlon, la commission médicale, qui dit bah non, il ne peut pas aller aux Jeux Olympiques. On était donc en avril et les Jeux c'était en août. Voilà. Alors, entre-temps, Yannick a oublié de nous dire quand même que ce qui avait un petit peu posé souci, c'est qu'il y avait quelques triathlons qui étaient nécessaires pour pouvoir se qualifier, pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques, et que
les classements étaient assez faciles pour vous, vu votre niveau, mais qu'il fallait quand même vous donner l'autorisation de faire ces triathlons de compétition. Et en fait, c'est là où le débat a chopé, parce que c'était, alors là je ne me souviens plus, c'était combien de temps après votre première compétition, après la pose des stents? 8 semaines. 8 semaines. Donc 2 mois après, ça a été l'autorisation. Et on va en parler un petit peu, Yannick et moi, parce que j'ai eu donc le professeur Motreff, qui est un bon ami, qui m'a appelé, qui m'a dit François, voilà, je suis bien embêté, la commission médicale, est-ce que tu pourrais en parler avec M. Bourseau, etc. Parce que de toute façon, s'il ne fait pas les courses de sélection, il ne va pas au jeu. Donc c'est simple. Donc on a passé un petit moment ensemble, hein, au téléphone, je m'en rappelle très très bien. C'était très riche sur le plan humain et sur le plan échange. Et il y a déjà une chose que je voudrais que vous notiez quand même, que vous expliquiez un petit peu, parce que ça peut intéresser tous mes collègues. Qu'est-ce que vous avez ressenti après les stents, la première fois que vous êtes reparti vous entraîner? Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai eu les stents, après, j'étais dans l'effort, j'étais plus facile et surtout, je récupérais beaucoup mieux entre chaque entraînement. Avant, quand je m'entraînais et que je faisais une journée très dure, j'avais du mal le lendemain, tandis que après les stents, c'était beaucoup, la récupération était bien meilleure. Donc ça veut bien dire quand même une chose, c'est qu'il faut qu'on se méfie quand on dit que quelqu'un est asymptomatique. Enfin, quelqu'un d'asymptomatique, et moi je le vois pas tellement chez les coronariens, mais j'ai vu plusieurs fois sur les fuites mitrales, par exemple. Le sportif qui vous dit qu'il y a le prolapsus, qui a sa fuite, vraiment à l'écho, on voit qu'on a l'impression que ça s'est aggravé, il me dit mais non, je me plains de rien. Et vous lui faites le test d'effort, et là vous voyez qu'il a baissé en performance, on l'opère, et après qu'il est opéré, il dit ah bah oui, si effectivement, je ne m'en suis pas rendu compte parce que ça s'est installé petit à petit, et que le sportif ne le sent pas. Et je pense que Yannick a dû se dire, bah oui, il y a l'âge qui compte un petit peu, c'est pour ça que je suis un petit peu moins bien qu'avant et je récupère moins bien qu'avant. Et donc ça, c'est important parce qu'en fin de compte, et moi en tout cas, dans mon expérience chez les coronariens, la plupart qui ont fait un syndrome coronaire aigu, ils avaient quelque chose avant. Dans 60% des cas, 70%, ils disent qu'ils sont asymptomatiques, mais ce n'est pas vrai, ils avaient dit à leur femme qu'ils ne récupéraient pas comme avant, qu'ils avaient dû écourter la séance, etc. Mais pour eux, ce n'était pas ça les symptômes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu mal dans la poitrine, qui lui monte dans les mâchoires et qui aille dans le bras gauche. En d'autres termes, c'est ça. Parce que c'est toujours cette question-là qu'on pose. Mais non, chez le sportif, il faut poser d'autres questions. En dehors de l'appétit sportif de M. Bourseau, quels sont les arguments qui t'ont permis d'autoriser Alors moi, ce qui m'a permis... C'est une décision bilatérale. Ah, totalement. Même, on va dire, Pascal Motreff était tout à fait déjà partant, était pour signer. J'ai discuté longtemps. Donc, en fin de compte, ce qui m'a convaincu, c'est la discussion que j'ai eue avec M. Bourseau, avec Yannick, qui a, dans ce que j'ai compris, il avait parfaitement compris la problématique et le risque potentiel. Mais en fait, son risque, c'est quoi? Il est où le risque? Oui? Attends, on va faire passer... Tiens, je t'emprunte ça, puis on... Et le résultat des courses, quelle a été votre performance à Tokyo? C'est la question qu'il ne fallait pas poser, monsieur Robert. Elle n'a pas été bonne, mais c'est que aussi, après, au mois de juin, j'ai eu un autre accident de vélo. J'étais percuté et là, c'était... Mais j'ai pu participer et j'ai terminé 10e. Pour moi, le risque, c'était le thrombose aiguë de Stunt. Et donc, effectivement, le risque, il était présent. Mais effectivement, tu te dis, tu peux avoir une prise en charge médicale adaptée de suite et donc t'en sortir. Mais il faut accepter quand même qu'il y a un risque de décès et donc accepter qu'il y a peut-être que 10% de survie après s'il y a réanimation. Alors moi, pour le risque de thrombose des stents, je me suis vraiment basé sur les données des interventionnels de M. Motreff. Moi, je n'ai pas la compétence, donc je ne sais pas quel était ce niveau de risque. Mais d'après ce qu'il m'a dit, il est très faible. On était 8 semaines après. Et alors, il faut préciser aussi que dans la décision partagée, j'ai bien discuté avec Yannick, il n'était pas question qu'il fasse ses compétitions de sélection à fond. Son niveau lui permettait de ne pas être à fond. Donc, sur la course du 5 juin, là, où je termine 2e de la World Series, à 9 secondes ou 8 secondes du vainqueur, en fait, j'avais la consigne de ne pas sprinter. Et voilà, donc je n'ai pas gagné cette World Series. Je pense que j'aurais pu la gagner si je n'avais pas respecté les consignes. S'il avait eu l'autorisation de sprinter.
Moi, il y a quelque chose qui me dérange chez le coronarien, c'est qu'en fait, on leur pose un stent pour les protéger, et après on leur dit, pendant 2-3 mois, il ne faut rien faire pour ce potentiel risque de thrombose de stent. Mais le risque, finalement, c'est de continuer à courir avec des lésions coronaires non traitées. Donc moi, je vois le problème à l'envers. En fait, on l'a protégé en le dilatant. Finalement, il a moins de risques une fois qu'il est dilaté et stenté que de faire du sport avec ses lésions coronaires, en plus sans les savoir, ou de continuer avec des lésions coronaires non traitées. Donc finalement, moi, le problème, souvent, je trouve que chez le coronarien, je parle bien de coronarien stable, qu'on traite en prévention. En post-infarctus, on a une cicatrice de nécrose, ça n'a plus rien à voir. Mais dans son cas, finalement, les choses ont été prises à temps, et je pense que le risque, il est bien moindre une fois qu'il a son stent que quand il n'avait pas. Donc, moi, c'était aussi mon avis, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Mais vis-à-vis aussi, en particulier de la commission fédérale de triathlon, on avait bien signé que les 2 courses importantes, donc il y en avait une, si ma mémoire est bonne, vous n'aviez pas le droit de sprinter sur la fin, et la deuxième, il fallait faire le vélo plutôt calme. C'était ce qu'on avait défini, et il a pu aller au jeu. Mais c'était vraiment un exemple, et je voudrais avoir la sensation un petit peu de Yannick, et puis de vous, de tout le monde, parce que ça a vraiment été une décision partagée, téléphonique, certes, mais où il y a eu une prise de décision de la part de Yannick avec une contrainte. Alors bien sûr, je lui faisais confiance qu'il allait la respecter. Hein. Ça, il y a toujours des gens qui me disent « Oui, mais qui te dit qu'il va t'écouter ?» Oui, mais à ce moment-là, c'est comme mes patients qui me disent qu'ils vont prendre leurs médicaments. Hein. Donc, et à l'inverse, moi, j'allais un petit peu, entre guillemets, contre la commission fédérale de triathlon. Mais pour moi, le risque, il n'y avait pas de risque. 2 mois après l'implantation des stents, le risque est essentiellement avec les biagrégations plaquettaires au 1er mois, et on interrompt aujourd'hui les doubles. Le risque, c'était la chute. Ça pouvait être la chute en vélo. Et là aussi, j'avais expliqué la chute en vélo, je crois. Oui, il fallait. Et moi, avant la course, avant les courses auxquelles j'ai participé, j'avais prévenu le médecin de l'épreuve comme quoi j'étais sous anti-agrégant plaquettaire, voilà, pour en cas de chute, qu'il n'y ait pas de souci. Mais je suis tombé le 26 juin et j'étais sous anti-agrégant plaquettaire et j'ai pris un bel hématome. C'est le plan d'urgence programmé dont on avait parlé. Oui, oui, je voulais juste donner un complément d'information. Étant cardiologue interventionnel et étant aussi cardiologue de sport, donc ce qu'actuellement on recommande, c'est que les premiers mois après la pose de stent, il n'y a pas d'activité physique intense ni modérée, et après on peut la reprendre. Actuellement, on a les nouveaux stents nous permettent déjà, avec la double intégration plaquettaire, de l'arrêter même au bout d'1 mois, 3 mois et 6 mois selon certaines marques. Donc, on s'est permis d'autoriser le patient de faire des efforts intenses à partir du 6e mois. Et c'est évidemment ces patients-là qu'on ne va pas dire vous pouvez arrêter la double intégration plaquettaire, même si on vous a mis un stent, où les études montrent déjà qu'on pourrait éventuellement l'arrêter au 3e mois. Et donc, éventuellement, ici, dans les cas, je ne vois pas aucun souci du fait qu'il a été respecté son activité. Enfin, normalement, on recommande, pour histoire des déplacements de stent, des malformations, parce que quand même, le stent, il peut bouger, surtout s'il était mal apposé. Il y a une espèce de hyper flux sanguin qui peut faire une accélération de la fibrose, de l'inflammation au niveau du stent. Et donc, c'est pour ça que le 1er mois, on demande de rester au repos. Bon, il avait deux mois pour se préparer et il a respecté à son seuil d'intensité de sport modérée. Donc, voilà, comme vous avez fait, la discussion partagée et lui laisser faire ce qu'il devait faire. Oui, Stéphane, tu avais... Je voulais revenir sur la décision partagée. Et si vous n'étiez pas tombé d'accord, comment ça se passe en fait sur le plan médico-légal si en fait le médecin... c'est la fédération qui décide. Mais en dehors d'un sportif de haut niveau qui n'a pas de fédé ou autre qui décide. Si tu n'es pas d'accord avec ton sportif, parce qu'on parle de décision partagée, mais là on est tous sur un consensus. En France, comme jusqu'à maintenant, il faut donc un certificat d'absence de contre-indication, donc ça va changer, parce que en fait, la nouvelle loi qui vient de sortir, là, il y a quelques jours, il n'y a plus de certificat d'absence de contre-indication au sport, mais on est en France, donc il y a le mais.
Mais chaque fédération peut en faire un, en demander un. C'est extraordinaire quand même. Hein? Dans la loi, il n'y a plus besoin, mais si la fédération le veut, elle peut le demander. Donc toutes les fédérations vont le demander. Bon. Donc à partir de ce moment-là, le gars qui veut aller faire un marathon, c'est pareil. Aujourd'hui, maintenant, c'est les organisateurs qui décident s'ils veulent un certificat ou pas. Mais si le marathon de Paris dit « moi je ne veux pas de certificat, je fais signer une décharge », comme à Berlin, comme à Londres, comme à New York, il n'y a plus besoin de certificat. Mais s'il y a besoin d'un certificat et que le gars ne peut pas l'avoir, il ne prend pas part à la compétition. Je voudrais juste poser une question à Frédéric Clodo sur le cadre réglementaire de la décision partagée, parce que vous nous avez expliqué que c'est apparu dans la loi Kouchner en 2002 et que depuis, ça n'a pas bougé. Donc, ça ne reste pour le moment qu'une incitation. C'est une loi, donc... une loi n'est jamais une incitation. C'est la loi. C'est un ordre, la loi. Donc, vous l'avez présenté sous un beurre plus laxiste, plus... Oui, parce que jusqu'à présent, c'était pas forcément ce qu'on regardait dans la loi, mais en réalité, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Jusqu'à présent, ce qu'on regardait, c'était l'information et le consentement. Et finalement, la façon dont la décision se prenait, on n'avait jamais fait beaucoup attention à ça. Et finalement, la décision partagée, c'est la façon dont la décision se prend, décision qui va être formalisée par un consentement. Alors, juste un élément, c'est que pour répondre à monsieur, quand on n'est pas d'accord, c'est problématique. Donc, c'est une autre forme de suite médico-légale qui va s'engager, parce que la personne qui veut pouvoir faire son marathon ou sa compétition et qui ne trouve pas de médecin pour lui faire son certificat, là, c'est là qu'il risque d'y avoir des procès, hein, parce que finalement, ça peut être de la perte de chance pour un sportif professionnel. D'ailleurs, il pourrait y avoir des actions aussi contre les fédérations, mais dans le cas où la loi ne rend plus le certificat de non-contre-indication obligatoire et des fédérations qui demandent des certificats, elles vont au-delà de la loi, et là aussi, il va pouvoir y avoir... je ne me réjouis pas, hein, ne vous inquiétez pas, mais là, ça va se terminer devant les tribunaux, parce qu'en réalité, ils vont au-delà de ce que la loi demande, et ça peut effectivement être compliqué pour les sportifs. Juste un élément, c'est que dans la décision partagée, je pense qu'on a tout intérêt à bien documenter le dossier patient. Il est inutile de faire signer des décharges ou de faire signer des consentements contractuels, parce que les avocats pourront revenir sur la technicité du consentement. Donc, signer ça et rien, c'est pareil. Mais par contre, documenter le dossier patient avec les éléments de la négociation, ça me paraît important. Voilà. Et si le patient doit signer un truc, à la limite... c'est qu'il mentionne, vous savez, comme chez le notaire, là, quand on met nos initiales en marge, à la limite que le patient mette ses initiales, mais bien documenter le dossier pour pouvoir, le cas échéant, en cas de poursuite, par exemple par les ayants droit, hein, parce que ce n'est pas forcément le sportif. Hein, si on a un décès, les ayants droit pourraient engager la responsabilité du médecin pour bien prouver qu'on était dans le cadre d'une décision partagée et que le sportif a été informé et qu'il a pris sa décision. Oui, alors vous avez un petit peu répondu à la question que j'allais te poser, François. Comment vous aviez formalisé finalement cette décision partagée qui était donc un petit peu en dehors des sentiers battus, si j'ose dire? Moi, j'avais envoyé un compte-rendu à Pascal Mautref. Alors, généralement, comme dit Frédéric Clodo, moi, j'ai l'habitude dans mes décisions partagées, généralement, donc je décris tout en mettant tout, dans mon courrier tous les éléments que j'ai à ma disposition, bien évidemment. Alors, je ne fais pas paraffer les feuilles, mais je demande une signature du courrier à côté de la mienne, quoi. Exactement. Alors, je sais pas, du patient. Donc, je ne sais pas si ça a une valeur ou pas, mais en mettant tout... Donc, dans le cas d'Yannick, il n'était pas là, donc c'était un petit peu plus difficile. Donc, j'ai envoyé simplement un courrier en détaillant tout à Pascal Mautref, tout ce qui avait été décidé, dans quelles conditions j'autorisais. Donc, première compétition avec le vélo qui pouvait être poussé un peu plus, et par contre la course à pied un petit peu moins. Et puis l'inverse pour la deuxième compétition, ce qui permettait de voir dans les deux épreuves comment ça se passait à peu près dans les deux disciplines. Et puis voilà, c'est la seule chose que j'ai pu faire, quoi.
Et c'est ce courrier qui a été envoyé avec le courrier de Pascal Mautref à la Fédération française à la commission médicale. Et après, comme là, moi, je suis sportif de haut niveau, en fait, il a fallu, et que la commission médicale, elle m'avait mis une contre-indication temporaire. Donc, elle m'a refait un courrier en levant cette contre-indication temporaire et avec pas mal de conditions. Et moi, j'ai dû signer cette levée de contre-indication temporaire comme j'avais signé la première contre-indication temporaire. Voilà. Merci. Oui, alors désolé, Monsieur Bourseau, c'est une question à François. Comment ça se passe quand tu vas à l'encontre d'une décision, puisque la décision a été prise par les médecins de la Fédé? Est-ce que tu faisais partie de la commission médicale? La Fédé, non, je ne suis pas dans la commission médicale, je suis souvent sollicité par la commission médicale. Voilà. C'est-à-dire que dans les dossiers qu'ils jugent difficiles, ils me demandent souvent mon avis, mais je ne suis pas dans la commission médicale. Et tu as déjà eu des cas où tu étais quand tu viens à l'encontre d'une décision qui est prise, est-ce que c'est parfois conflictuel? Est-ce que c'est parfois... Ou c'est une décision partagée aussi? Non, je n'ai pas souvenir que... De toute façon, dans l'immense majorité des cas, je reconnais que moi j'aime bien avoir des décisions collégiales entre nous. On a parlé avec Étienne Alliot de la commission médicale du foot. Ça me semble évident parce que je n'ai jamais pensé que j'avais la vérité en quoi que ce soit. Donc de toute façon, ce n'est pas parce que moi je pense ça que c'est vrai. Donc j'en parle avec d'autres. Et puis c'est rassurant d'être à plusieurs. Donc à ce moment-là, quand je vais devant une commission médicale, quelle qu'elle soit, et qu'on est 2, 3, 4 cardiologues à dire à peu près la même chose, on n'est pas trop mis en défaut. Donc je ne me suis jamais retrouvé seul, arc-bouté sur une décision qu'il n'y avait que moi qui la défendais, quoi. Donc je me suis trouvé dans d'autres cas, mais là, ça c'était déjà dans des procès où j'étais comme expert cardiologue pour défendre quelque chose, et de l'autre côté, j'avais un autre expert cardiologue, c'était chez des sportifs qui n'étaient pas d'accord avec moi. Mais ça, c'est autre chose. Là, c'est devant les juges et devant le... C'est tout à fait différent. Merci beaucoup pour cette présentation. Anne-Charlotte Dupont, donc je suis médecin du sport. Je ne suis pas cardiologue du sport, mais je suis médecin à la Fédération française de triathlon, présidente de la commission nationale depuis le mois de janvier 2020. Et donc voilà, j'ai participé effectivement donc avec Yannick, avec François Carré, avec Frédéric Schnell à cette décision. Alors j'aimerais juste donner quelques précisions. Il est vrai, en fait, c'est Yannick qui nous a informés, donc qui a informé son médecin d'équipe, le docteur Caroline Perrin, de sa situation. Et donc, Caroline nous a prévenus parce que c'était un dossier compliqué, que nous n'avons pas du tout l'habitude de traiter, et qui était d'autant plus compliqué qu'il y avait, dirais-je, cet enjeu qui était les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques de Tokyo. Donc effectivement, nous avons prononcé cette contre-indication temporaire à visée conservatoire, puisque nous étions très inquiets de la situation, nous n'avions pas toutes les informations, donc il est vrai que nous avons un petit peu, dirais-je, calmé les choses pour avoir le temps de faire tout le bilan complémentaire. Et nous sommes très vite rendus à l'évidence que nous n'avions pas du tout les compétences pour prendre cette décision qui était est-ce qu'on contre-indique très longtemps Yannick? Est-ce qu'on lève cette contre-indication? Et donc, tout de suite, on a dit, on va solliciter des experts en cardiologie du sport, donc à savoir François Carré en premier lieu, Frédéric Schnell également, pour nous accompagner dans cette décision. Et donc, nous avons eu un échange plus que triangulaire, puisque nous étions à 3 médecins à la fédération, donc le docteur Perrin, le docteur Olivier Fichot, donc, qui est cardiologue interventionnel et cardiologue du sport, moi-même, et donc le cardiologue référent de Yannick, le professeur Mautref, et nos 2 experts, donc le docteur Frédéric Schnell et le professeur François Carré. Donc il y a eu énormément d'échanges, effectivement, avec Yannick, entre nous, médecins. Nous avons également eu un échange donc, en visioconférence où nous avons réussi, et je vous remercie encore une fois pour votre disponibilité, tous les 6 pour discuter ouvertement
eh bien, de nos craintes, des possibilités, des compromis, si je puis dire, du juste milieu à trouver, justement pour, eh bien, comme on l'a dit effectivement dans ces topos, comme vous l'avez dit, mesdames et messieurs les intervenants, de ne pas casser aussi la carrière d'un sportif qui nous était également très important à nos yeux. Même si on prend des décisions qui sont difficiles, moi, j'ai toujours l'envie, et je le dis aux jeunes athlètes dont je m'occupe, je ne suis pas un méchant, j'essaie vraiment d'être, n'est pas un bon ami, mais du moins d'accompagner comme il le faut et de permettre à un sportif d'évoluer au mieux dans sa carrière sportive en prenant, dirais-je, un risque, on va dire partager un risque raisonnable. Et donc voilà, nous avons réussi du coup à trouver, comme Yannick l'a expliqué, comme François l'a expliqué, ce juste milieu qui nous a paru acceptable avec les conditions que nous avons évoquées, de manière à ce que Yannick puisse aller à Tokyo, ce qui était son rêve, pour voilà, mettre un point d'orgue à sa carrière. Voilà, merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? J'ai une question pour Madame Clodo qui dépasse ce cas particulier. Vous avez parlé tout à l'heure de décharge de responsabilité qui était signée à Berlin, à New York, quand les gens font un marathon, un triathlon. J'ai cru comprendre qu'en droit français, la décharge de responsabilité n'était pas du tout la même chose qu'en droit anglo-saxon. Oui, j'ai dit qu'en France, enfin c'est pas moi qui ai parlé de décharge de responsabilité, mais j'ai dit qu'en France, ça servait à rien de faire signer des décharges de responsabilité. Oui, non, je parle quand vous êtes sportif, que vous vous engagez sur une épreuve. C'est ça, hein? Oui. Oui, dans les pays anglo-saxons, ça a une valeur. Et on a un peu tendance à calquer ce que font les anglo-saxons, mais on n'a pas le même système juridique. Et en fait, en droit, la décharge n'a pas de valeur. Que ce soit pour n'importe quoi d'ailleurs, hein, le patient qui est hospitalisé, qui veut sortir et qui signe une décharge, c'est pareil, hein, ça n'a aucune valeur juridique. Donc, c'est pour ça que faire signer des décharges ou faire signer des documents très techniques, ça n'a pas de valeur en soi, d'autant qu'on peut revenir sur les éléments de compréhension. Moi, ce que je plaiderais dans cette situation-là, c'est que la personne qui a signé n'a pas forcément compris tout ce qui était écrit sur le papier. Voilà. Et ça, on gagne à tous les coups là-dessus. Donc, il faut c'est pas dans ce sens. Il faut prendre des précautions, mais pas dans le sens décharge de responsabilité. Au contraire, hein. La décision partagée, c'est une responsabilité partagée. C'est pas une décharge de responsabilité du cardiologue et une prise de responsabilité du patient. Et il ne faut surtout pas que ce soit perçu comme ça par le juge, parce que là, c'est un billet gratuit pour une condamnation. Il faut franchement montrer le partage de responsabilité. Eh ben, il faut écrire. Voilà, mais dans les dossiers médicaux, en fait, ce sont les médecins qui écrivent. Oui. Donc, en fait, si on analyse un dossier rétrospectivement, on analysera simplement les écrits des médecins. Excusez-moi, mais je crois que le patient, maintenant, il y a un truc qui s'appelle le dossier patient, dossier partagé. Donc, je pense qu'on peut aller écrire des choses dans ce dossier-là. Enfin, alors, chez nous, les patients n'écrivent pas dans leur dossier, quoi. Dans le dossier médical d'un établissement ou d'un professionnel, le patient n'écrit pas, mais les patients, maintenant tout le monde, le dossier patient dont fait grande publicité l'assurance maladie, c'est bien un dossier sur lequel le patient peut intervenir, donc, et sur lequel le médecin peut intervenir également. Donc il faut utiliser ce dossier-là. Il y a combien de patients qui ouvrent leur dossier Peut-être que ça peut être une condition, ça peut être vous ouvrez votre dossier et on écrit des éléments. De toute façon, il va falloir faire quelque chose pour pouvoir garantir les moyens de preuve. Ouais, j'entends, c'est justement ça le problème en fait. Ouais. Et en fait, plutôt que d'avoir un papier, parce que là, dans ce que j'entends, on est en train de travailler sur cet élément de preuve. Bon, il y a des choses qui, c'est mieux que rien, on va dire, mais envoyer des courriers, c'est des éléments dont on sait que le juge ne tient pas compte de ça. Le juge considère qu'un courrier entre confrères n'est pas un élément de preuve d'information du patient.
On comprend bien d'ailleurs. Ouais, ce qu'on peut comprendre complètement, puisque justement, il faut qu'il y ait un endroit où chacun puisse écrire. Disons que dans le modèle contractualiste, c'est le médecin qui écrit dans son dossier et qui trace les éléments d'information qu'il a donnés, puisque c'est à lui de prouver qu'il a informé le patient. Pour l'instant, on n'a pas de jurisprudence sur la décision partagée, donc on reste sur le fait que c'est le médecin qui doit prouver qu'il a donné l'information. La preuve peut se faire par tout moyen, mais comme on est dans quelque chose de partagé, je trouve que ce dossier qui est partagé entre les professionnels de santé et le patient, c'est un outil, c'est l'outil adéquat finalement, parce que le médecin peut aller écrire dedans et le patient peut aussi aller écrire dedans. Donc peut-être que c'est un outil à développer. Enfin, actuellement, il n'y a pas d'obligation légale de documents communs médecin-patient. Excusez-moi, juste une petite question. Pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, le fait qu'on ait maintenant des dossiers qui soient informatisés dans nos cabinets médicaux, c'est-à-dire que normalement on n'a quasiment plus de papier. La preuve de l'information, on peut aussi les dossiers, vous pouvez les modifier, vous pouvez modifier ce que vous avez mis à la date de l'examen du patient, vous pouvez modifier votre dossier à n'importe quel moment. Donc une preuve dans un dossier médical, il n'y a plus rien qui va être validé maintenant. Alors en fait, ça ne marche pas comme ça. Quand les dossiers sont informatisés, en fait, c'est encore pire qu'avant. Je dirais que quand on avait des dossiers papier, on pouvait effectivement modifier des dates ou modifier des éléments, mais avec l'informatique, tout est tracé et on a des experts informatiques qui sont capables de le démontrer. Et alors, ça ne sert à rien non plus de faire brûler les dossiers ou de les inonder ou je ne sais pas quoi, parce que là aussi, vous savez, on voit beaucoup de choses. Là aussi, les experts informatiques arrivent à retrouver les informations qui sont donc à la limite, il faut le détruire correctement, hein, parce que même un coup de marteau sur un disque dur, pardon ? Oui. Ah oui, le dossier dématérialisé, c'est valable. Et puis alors en plus, avec ce qui vient de se passer durant les 2 dernières années, tout ce qui est dématérialisé maintenant est plus que valable. Hein. Donc, mais il ne faut pas s'amuser à aller modifier les dossiers. Hein. Très honnêtement, je ne suis pas là pour faire peur, j'aime pas la pédagogie de la peur, mais pour avoir accompagné, j'ai un souvenir assez ému d'un réanimateur qui avait essayé de reprendre une fiche pour un accouchement qui s'était mal passé. Il y avait du sang partout, il a essayé de recopier la fiche. Le juge d'instruction a cru qu'il avait maquillé la fiche. Je peux vous dire que ça a été un moment douloureux pour tout le monde. Hein. Donc, je pense que lui s'en souviendra à vie. Donc, maquillez pas les choses. Et j'ai vu sur un autre dossier un juge désigner un expert en graphologie pour voir si c'était la même écriture, etc. Donc, non, honnêtement, c'est investigué systématiquement. Attendez le micro pour que tout le monde l'entende derrière. À partir du moment où maintenant on fait la dictée vocale, nous, les patients, ils sortent avec leur dossier. Donc, ils peuvent signer au moment où on les voit. Et donc, là, dans ces cas, ça a toute sa valeur, puisqu'on leur a donné l'information, on l'a écrit, on l'a fait signer, on le scanne. Et on l'a remis le jour de la consultation. Donc là, normalement, on a abordé le sujet. Oui, ça dépend à la fin. Alors, il faut avoir informé avant, dicté après. En même temps, la dictée vocale, ça c'était... Non, alors c'est pas accepté comme élément de preuve. Si on considère qu'en dictant un courrier, on a informé le patient, alors là, c'est pas considéré comme un élément de preuve. D'abord, on explique au patient, puis on dicte, et après on remet. Là, oui. Là, c'est valable. Là, okay. Oui. Il ne faut pas vous inquiéter trop, hein, quand même. Frédéric, elle nous dit ce qu'elle sait. Non, mais c'est important d'avoir cette vision. C'est pour ça que c'est toujours un plaisir et qu'on l'invite régulièrement au congrès du Club des cardiologues du sport. Profitez-en, hein, parce qu'après avoir lu plus de 300 jurisprudences sur l'information sur les 10 dernières années, si vous voulez, d'ailleurs il y en avait bien plus de 300,
profitez-en, parce que je sais ce qui est utilisé comme preuve, je sais ce qui est accepté et ce qui ne l'est pas. Donc, du coup, j'en profite. Oui. Donc, pour reformuler un peu, si on fait un cours, parce que moi, tous mes courriers sont adressés en copie aux patients, mais effectivement, ça peut être un peu plus technique. Est-ce qu'il faut, dans vraiment les situations compliquées, on ne parle pas de la routine, mais là, c'était par exemple une situation que je juge compliquée, est-ce qu'il faut refaire une espèce de courrier patient distinct, plus clair en termes moins médicaux, ou est-ce qu'on peut s'imaginer que, voilà, quand on fait un courrier au médecin traitant avec un peu de termes techniques, mais des choses avec des conclusions bien précises sur ce qu'il a le droit de faire ou pas, et qu'on l'a expliqué, est-ce que ça suffit? Alors, en fait, en pratique, il faut informer au patient. Bien sûr, mais ça, c'est une évidence. D'accord, mais il faut informer le patient dans les mots du patient. Oui, bah oui. Et dans le courrier, il faut expliquer, on peut faire le courrier aux confrères, mettre dans le courrier que ces éléments ont été informés au patient lors de la consultation. Et on peut donner une copie au patient. Voilà. Ce qui ne dispense pas d'avoir une trace écrite remise au patient dans un langage peut-être un peu moins technique, ou alors on a un site de référence où le patient peut se reporter pour pouvoir aller revoir et se remémorer les éléments que le cardiologue lui a expliqués. Alors dans certaines... certains de vos confrères font ça. Laisse à Frédéric le temps de venir jusqu'à toi, quand même. De toute bonne foi, parfois on a l'impression de bien expliquer au patient. On le trace, on l'écrit, et puis, par exemple, en réadaptation, on le revoit quelques jours après, et puis finalement, on est surpris qu'ils nous disent qu'on lui avait jamais dit ça. Donc, du coup, comment, là à ce moment-là, c'est parole contre parole un peu, et comment on peut tracer ça en fait, en respectant tout le monde, sans chercher à cacher quoi que ce soit. L'étude dont je vous parlais, en fait, est destinée à mettre au point un outil qui sert non seulement à mesurer la compréhension de l'information par le patient, mais qui sert aussi comme à tracer le fait que le patient a dit qu'il avait compris ou pas compris. Parce qu'une fois qu'on a... Alors, tout le problème, c'est le temps que l'outil prend. Donc, on est en train d'essayer d'améliorer ces éléments-là. Mais en fait, effectivement, on ne sait pas trop si c'est un problème de compréhension ou c'est un problème de mémorisation. Parfois, les patients n'ont pas mémorisé. Alors, quand on leur demande une demi-heure après, ça commence à être difficile. Et 3 jours après, il n'y a plus rien. Mais par contre, 5 ans après, là, tout d'un coup, ils se souviennent. C'est extrêmement compliqué, mais on est en train d'essayer de mettre au point des outils qui permettent de tracer ça. Voilà. Et de mesurer éventuellement la mauvaise foi du patient. Alors, en droit, la bonne foi est toujours présumée. Donc, juste une petite anecdote. J'avais un patient qui est venu, qui avait déjà participé au Paris-Brest-Paris, qui avait dans les 70 ans, 71 ans, il avait. Il venait d'avoir des stents, il voulait faire son dernier Paris-Brest-Paris. Donc, je n'y connais rien, je suis médecin du sport, je ne suis pas cardiologue. Donc, j'ai présenté le dossier à Laurent Chevalier, qui m'a dit « Oh là là, attends, vu les stents qu'il a, la déshydratation, son âge, non, il ne fait pas le Paris-Brest-Paris. » Donc, j'ai reconvoqué le patient. Je l'ai vraiment reconvoqué pour lui donner la décision. Je lui dis la décision, après expertise, c'est non, vous participez pas en tant que coureur, mais il faisait partie de l'organisation. Vous pouvez participer, faire partie de l'organisation, mais vous ne courez pas. Et je lui ai expliqué comme ça. Je lui ai remis un certificat comme quoi je lui autorisais pas à participer au Paris-Brest-Paris, mais c'est une cyclotouriste, donc il n'y avait pas de certificat médical, quoi. Bon, tout va bien, il me dit d'accord, donc tout va bien. J'avais tout envoyé en double au médecin traitant qui est un copain, donc tout va bien. 3 jours avant le départ, article dans le journal, parce qu'il habite dans le petit village à côté de chez moi, ce patient. Article dans le journal, il participe, il est content, il va faire son Paris-Brest-Paris. 2 jours avant le départ, quoi. Le jour même, je suis retournée à l'hôpital pour... j'ai dicté un courrier que j'ai envoyé au patient.
Et j'ai fait une copie au médecin, et le médecin l'a appelé en lui disant « Mais enfin, on vous a interdit d'y participer. » Bon, il y a participé, mais quand même, le médecin traitant avait réussi à le joindre pour lui dire « Mais non, on vous a dit de ne pas y aller. » quoi. Mais il y a quand même... Bon, ça va, hein, il est resté vivant. Donc, tout va bien. Et le patient vous a répondu que vous n'aviez rien à lui interdire, en fait. Non, il a fait. Donc, il ne m'a pas répondu personnellement, mais il a fait. Parce que finalement, c'est pour ça que je disais que la décision du médecin et la décision du patient sont de nature différente. Parce que finalement, même si vous mettez une contre-indication absolue, le patient n'est pas aux ordres du médecin, donc il finit par faire ce qu'il veut. Et c'est la même chose dans toutes les pathologies. On sait que beaucoup de patients ne prennent pas leur traitement. Soit parce qu'ils n'ont pas compris, mais parfois parce qu'ils n'ont pas envie de prendre leur traitement. Chez les diabétiques, on sait qu'il y en a qui suivent pas leur traitement parce que voilà, c'est la saison en Lorraine, là, au mois d'août, c'est la saison des Mirabelles. C'est absolument pas bon pour les diabétiques, mais c'est très bon au goût. Et ils mangent quand même de la tarte aux Mirabelles, si vous voulez. Ça va dépendre des années. Ne nous portez pas la poisse. Hein. Donc bon, voilà, c'est finalement à la fin, le patient fait ce qu'il veut, on n'est pas derrière lui. Donc c'est ça l'élément. Alors quand il y a des fédérations, c'est pas pareil. Mais il y a des intérêts qui sont en jeu. Tout à l'heure, Madame disait, parlait du moindre mal. En réalité, c'est pas du moindre mal. On n'est pas chez Aristote là. On est dans un calcul d'utilité entre les intérêts de chacun des personnes, parce que on sait qu'il y a des compétitions derrière, etc. Et donc, on est dans des calculs d'utilité. On a des préférences. Les préférences, en fait, sont quand je parlais tout à l'heure des préférences du patient, c'est les calculs d'utilité de la personne. Il y a les calculs d'utilité de la commission, de la fédération, avec notamment le risque médico-légal. Et puis, il y a le calcul d'utilité sur les résultats sportifs. Et puis, pour le sportif, pour sa carrière, etc. C'est ce que monsieur expliquait. Donc, en fait, c'est pas un moindre mal, c'est un calcul d'utilité. J'ai contre-indiqué un patient à faire du parapente parce qu'il est sous anticoagulant et lui m'a dit qu'il le ferait quand même. Donc je lui ai fait signer 2 décharges par 2 personnes de sa famille et il fallait bien que je fasse quelque chose. Et vous me dites que ça n'a aucune valeur. Il a déposé plainte contre vous pour violation du secret professionnel. Non, moi, j'ai pas informé sa famille. Si j'ai informé que le patient. Non, j'ai informé que le patient. J'ai donné la lettre au patient que j'étais contre cela, mais que s'il voulait me donner une décharge de la part de la famille, il pouvait. C'est lui qui a transmis la lettre à sa famille. Que la famille donne une décharge. Et puis, il n'est pas sous tutelle, hein, donc c'est pas la famille qui prend les décisions pour lui. Ça n'a pas de valeur, si vous voulez. Soit il est sous mesure de protection légale, c'est pas lui qui prend ses décisions. Et donc, voilà. Mais si il a sa capacité juridique, c'est lui qui prend ses décisions. Donc, tout le village peut lui signer une attestation. Vous signez une attestation si vous voulez. Hein, mais, alors, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire dans un cas comme ça ? Les décharges, ça marche pas en France. Donc, il faut. Vous l'avez informé, vous documentez votre dossier. Et voilà, ça s'arrête là. Après, s'il a envie d'aller faire du saut en parachute, du parapente ou je ne sais où, ou de la plongée, c'est pareil, il le fera. Et puis, peut-être qu'il mourra, mais peut-être qu'il ne mourra pas. Et s'il meurt, peut-être qu'il y aura une instruction d'ouverte. Mais si vous avez des éléments dans votre dossier et que vous êtes en capacité de pouvoir démontrer que vous l'avez expliqué, vous n'irez pas devant un tribunal correctionnel. Le dernier cardiologue que j'ai accompagné alors c'était une malformation chez un enfant qui est mort en courant derrière son bus. Il avait dit au père qui était atteint de la même malformation qu'il fallait absolument prendre un rendez-vous pour aller faire une écho, rendez-vous qui n'a pas été pris. Et puis un jour, ce qui est arrivé arriva, et bien sûr la famille a déposé plainte contre le médecin généraliste et contre le cardiologue, donc devant le Conseil de l'ordre, au pénal, puis après au civil. Et la seule façon qu'on avait de démontrer que le cardiologue, en l'occurrence, n'y était pour rien et avait fait son travail correctement, c'était l'information. Donc on a pris le dossier, on a regardé et on avait les éléments qu'il y avait dedans. Donc, alors ça n'a pas empêché la famille de déposer plainte, ça n'a pas empêché l'instruction.
Ça dure longtemps une instruction parce qu'il n'y a pas beaucoup de juges d'instruction, il y a beaucoup d'affaires, pas en médecine, hein, mais ils sont utilisés pour d'autres affaires, les juges d'instruction. Mais finalement, il n'a pas été renvoyé devant un tribunal correctionnel. Voilà. Et au Conseil de l'ordre, la famille en conciliation voulait absolument qu'on signe un élément disant plus ou moins qu'il était responsable. Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas écrire n'importe quoi. Alors ça a été les grandes eaux. Moi je comprends que le père qui était atteint de la même pathologie et son père avant lui était atteint de la même pathologie s'en voulait. Il y avait un élément de culpabilité pour lui, de culpabilité morale probablement. Mais en l'occurrence, moi mon client avait fait son job correctement. Donc il faut faire attention parce que le conseiller ordinal avait plutôt tendance à forcer la signature. Donc, je suis passée pour la méchante de service, mais je faisais mon boulot et on n'a pas signé et la partie adverse n'a pas pu prendre cette conciliation pour aller ensuite devant le juge pénal dire vous avez vu, il a signé en conciliation devant le Conseil de l'ordre qu'il était quand même en partie responsable. Donc, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, tout le monde a peur pour tout le week-end. Alors pour l'information donnée aux patients, si on fait un enregistrement vidéo de cette information, est-ce que cet enregistrement peut avoir une valeur juridique devant le tribunal? Alors oui, si on a fait signer auparavant un droit à la voix et un droit à l'image du patient, c'est ce que dit la loi informatique et liberté. J'ai une question pour M. Bourseau. Est-ce que vous aviez réfléchi à tout ça? Non, aucunement, parce que je pense que mon entourage non plus. Le seul truc qui me motivait, c'était de pouvoir faire les Jeux paralympiques, donc j'avais pas pensé à ça. Et dans le même ordre d'idée, comment vous l'avez vécu, vous, cette décision partagée, Comment moi je l'ai vécu? Oui, globalement, enfin, les différentes étapes. Quoi. Au début, c'est une contre-indication à titre conservatoire, et puis etc. Comment le patient l'a vécu? Parce que là, on voit que le côté du médecin, mais il y a aussi le côté du patient. Moi, je l'ai bien vécu puisque j'ai pu partager mon ressenti avec le corps médical et que le corps médical était à mon écoute et que le corps médical me posait les bonnes questions aussi sur justement mon ressenti. Et ça m'a fait aussi, ça m'a permis de réfléchir à vraiment à mes sensations et tout. Et voilà. Et moi, j'avais jamais eu d'angine de poitrine ou quoi que ce soit avant d'avoir des stents, donc j'ai eu de la chance. Mais le fait d'avoir eu cette angioplastie, dans les 15 minutes qu'on suivit, j'ai senti ce que c'était qu'une angine de poitrine. Et donc maintenant, si jamais j'avais cette sensation-là un jour en faisant du sport ou sans faire de sport d'ailleurs, je saurais ce que c'est, quoi. Et donc j'arrêterai et puis je ferai attention. Et tandis que ça me serait arrivé avant, j'aurais eu cette sensation, j'aurais été en train de faire un footing ou du vélo, je n'aurais pas porté attention. Et là, je pense que ça m'aurait joué des mauvais tours. Donc, mais ouais, j'ai très bien vécu la décision partagée. Cet échange c'était vraiment partagé. Il y avait des échanges d'informations de part et d'autre, quoi. Oui, j'ai une question. Récemment, je devais signer un certificat pour la fédération pour la pratique de l'ultra-trail chez un patient qui n'avait pas des contre-indications cardiologiques, physiques, pas de symptômes, mais par contre, en l'examinant, le morphotype, pour moi, c'était quelqu'un qui s'est dopé. Donc, la prise de sang, la gynécomastie, enfin plein d'autres choses. Il m'a donné cette impression que le patient n'était pas vraiment honnête dans l'interrogatoire. Et d'ailleurs, dans les requis, il ne m'a pas présenté ses analyses d'urine. Donc, moi, je n'ai pas voulu signer le document. Et évidemment, ça a été une source de conflit. Et donc, je lui ai dit, allez voir à côté mon collègue, le médecin de sport, voir si eux veulent signer le document. Et donc, finalement, on s'est mis en relation parce qu'il m'a dit, tant que le patient t'a pas dit qu'il le faisait, tu n'es pas en connaissance. Mais je voulais juste, au niveau légal, dans ces situations, quelle est la meilleure attitude à faire? Est-ce qu'on reporte? Est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on signe? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Vous savez, pour les avocats, c'est pareil. Hein. Les clients ne disent jamais tout. Du moins, pas forcément de la façon dont ça s'est passé.
Donc, à la fin des conclusions des avocats, on écrit un truc, c'est sous toute réserve. Et puis après, on écrit ce qu'on demande. Sous toute réserve, ça veut dire sous réserve qu'on ait eu tous les éléments. Ce qu'on a écrit est juste sous réserve qu'on ait eu tous les éléments et sous réserve que ça puisse changer par la suite. Alors vous n'allez pas signer un certificat en mettant sous toute réserve, mais vous pouvez écrire selon les éléments ou les informations qui m'ont été transmises par le patient. Je connais des psychiatres qui le font systématiquement, ça. Dans les certificats qu'ils signent, ils écrivent selon les éléments donnés par le patient. Dans le certificat, d'ailleurs, vous pouvez faire un petit paragraphe avec les éléments qui sont donnés par le patient. Et donc, à mes collègues, est-ce que, je ne sais pas, vous chercherez quand même, est-ce que vous insisterez sur ces points? C'est ma question aussi. Non, je me demandais si, en suspectant, est-ce que vous, professeur, vous chercherez quand même, vous insisterez sur le fait de est-ce qu'il y a dopage ou pas, est-ce que vous rechercherez normalement, ou pas? De toute façon, normalement, si vous avez un doute, vous n'avez pas besoin d'avoir la preuve. Hein. Si vous avez un doute qu'un sportif est dopé, vous pouvez tout à fait, mais alors là, il faut passer par l'agence antidopage, le signaler. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir la preuve. À ce moment-là, c'est l'agence antidopage. Il faut donner vos arguments, comme on l'a vu tout à l'heure. Ben voilà, j'ai observé une gynécomastie, j'ai une pression artérielle qui est très élevée, alors que je l'ai vu l'an dernier, il avait 12,8, maintenant il a 16,9, et il a 24 ans, par exemple. Toutes ces choses-là me font penser qu'il y a une prise possible de produits interdits. Donc à ce moment-là, il y a Jean Gauthier qui est juste devant, juste devant vous, qui va pouvoir compléter ce que je dis. Vous pouvez le signaler. Hein, si c'est un ressenti que vous avez, et même si jamais vous ne le faites pas, normalement, alors que vous avez un doute, vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Mais vous ne signez pas de certificat, de toute façon. Hein. Voilà, on ne signe pas de certificat. Après, pour la transmission d'informations, il peut y avoir une légère polémique concernant le secret médical. Tu sais qu'on en a parlé, même si on transmet aux médecins de l'agence. Donc, il y a une polémique quand même de ce côté-là. Mais en tout cas, au niveau individuel, au niveau médecin, on ne signe pas. Bien sûr, on peut même signer un certificat de contre-indication à la compétition qui arrive. Il y a un problème avec le secret que si on est le cardiologue traitant. Parce que si on est un cardiologue expert que la personne consulte pour un certificat, il n'y a pas de problème de secret professionnel en l'occurrence. Même mais seulement vis-à-vis de médecins. Ça dépend des instances auxquelles on s'adresse, mais il faut différencier la fonction d'expert de la fonction de cardiologue traitant. C'est d'ailleurs pour ça que généralement on dit qu'il ne faut pas aller voir son cardiologue traitant pour les certificats de contre-indication. C'est ce qu'on dit en droit, hein. C'est peut-être pas ce qu'on dit en médecine. S'il n'y a plus de questions, on va dire, pour la 100e fois de ce congrès. Merci François. Et Frédéric. Merci à tous et à toutes pour votre présence fidèle. Et puis merci à Yannick et puis donc à Frédéric aussi, parce que vous êtes venus d'un peu loin, mais ça nous a fait très plaisir. Et puis en tout cas, je pense que Yannick est quelqu'un au niveau performance et humain, de quelqu'un de vraiment qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, je voulais le dire.